Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Soccer. Antoine Latran vous parle aujourd'hui accompagné d'Anthony de Varenne. Bonjour Anthony, comment ça va au Canada ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien sous la pluie parisienne, dernier jour avant le confinement ici en France. Et cette semaine, notre invité se nomme Pierre Barrieux. Alors il est à Los Angeles et c'est un Français qui a une énorme expérience dans le soccer américain. Il y a un peu de Coupe du Monde 2006, 2002 aussi, 2010 avec la sélection américaine, un peu de MLS avec le LA Galaxy, les New York Red Bulls, des voyages en Europe pour suivre Bob Bradley à Le Havre, à Swansea en Norvège, et même, Swansea, oui, ça, et un peu de collège soccer aussi pour débuter la carrière. Donc c'est une carrière très riche que nous allons retracer avec lui aujourd'hui. Bonjour Pierre et bienvenue sur Culture Soccer. Bonjour à tous, merci de m'avoir comme invité. Donc tu es à Los Angeles en ce moment, j'imagine que le confinement là-bas ça va ou c'est plutôt... Ça va, oui, ça va, il y a pire, hein. Et on est tombé dans un bon état, c'est-à-dire qu'on a un gouverneur qui a fait ce qu'il fallait quand il fallait, voilà, on va pas parler politique dès le début, mais bon, qui a pas eu peur de prendre de grosses décisions, et là on va commencer à déconfiner le 15, je crois. Donc en gros, on a commencé avant le reste des États et on déconfine après. Voilà. D'accord, donc vous êtes comme ici en France vers la fin. Et on va donc retracer ta carrière américaine ensemble. Et d'abord, il est important de dire que tu as connu différents postes dans ta carrière, directeur de la performance, consultant, préparateur physique. Tu as travaillé avec la FIFA aussi, mais tu as commencé, alors si mes maths sont bons, vers 27 ans à l'Université de Virginia. On est en 99 à cette époque. Comment tu t'es retrouvé à cette université pour travailler avec de l'autre côté de l'Atlantique? Alors c'est assez simple, tout en étant un peu compliqué. En fait, j'étais prof de sport en France et j'avais demandé une mute dans le Sud-Ouest et c'était un peu compliqué à mon âge d'avoir une mutation. J'étais à Paris, dans la région parisienne, et moi je suis du Pays Basque. Donc ma femme a eu une opportunité avec son travail, elle bossait pour Alstom, de se faire pour une mission de 2 ans aux États-Unis. Je connaissais très bien les États-Unis pour avoir de la famille là-bas, pour avoir été ici pour Coupe du Monde 94, 93. Mon frère était à UCSD, maître de conférence. J'étais venu le voir en 96-97 et donc voilà, elle a postulé, elle l'a eu, elle est partie avant moi et moi j'ai réussi à la rejoindre. Bon, on avait fait nos recherches, je savais qu'on était à Virginia, à Charlottesville, et qu'à Charlottesville il y avait UVA et qui était un top, on va dire un top 2 programme aux États-Unis en matière de soccer et puis j'avais envie de m'approfondir dans la préparation physique. Il y avait un programme en France, c'était Gilles Cometti à Dijon, avec qui j'avais un peu discuté, mais c'est vrai que ce soit dans le foot ou dans le hand, parce que moi je faisais du hand aussi à haut niveau, on n'avait pas vraiment de spécialistes, et je savais qu'ici il y avait quand même une culture qui existait, et je voulais étudier ça, donc on s'est retrouvés à l'automne 99 à Charlottesville en Virginie. Je me suis enregistré pour faire un bachelor en athletic training, c'est ce qui est un peu marrant, c'est que les athletic trainers aux États-Unis sont un peu des kings du sport. C'est un poste qui n'existe pas en France. Et pour moi, athletic training, traduit littéralement, c'était entraînement athlétique. Et je me suis très vite rendu compte, donc c'était un bac plus 5, je me suis très vite rendu compte que c'était plus de côté médical que du côté physique. Mais bon, j'ai quand même suivi la formation et au bout d'un mois, j'ai quand même été voir le dean et je lui ai dit bon, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, la preuve, voilà, je lui ai expliqué ce que je viens d'expliquer. Et donc lui m'a mis avec le préparateur physique de la fac et c'est là que j'ai commencé à être volontaire en gros, quoi. Et très vite le coach de soccer qui était au-dessus a entendu parler d'un Français avec une expérience dans le foot qui présentait des choses un peu différentes au niveau notamment du cardio, hein. J'étais là-bas pour apprendre un peu tout ce qui était force, mais au niveau du cardio, voilà, il est venu me voir et à partir de là tout a commencé, quoi. Donc il y a un peu de détermination, beaucoup de chance et puis du timing.
D'accord. Et à l'époque, quelles étaient tes impressions par rapport à la MLS, qui était une nouvelle ligue? Et toi, tu étais à l'universitaire, donc la draft, un peu, toutes ces spécificités américaines, là, en tant qu'Européen, comment tu les vivais? Ah ben moi, alors vraiment, moi je suis arrivé ici sans a priori et sans connaissance. J'étais vraiment ici pour 2 ans, passer ce diplôme et puis rentrer en France en tant que prof parce que bon, j'étais en disponibilité, mon job était gardé de l'autre côté. Donc écoute, ça fait tellement longtemps que je ne sais plus dans quel état d'esprit j'étais, même si enfin, je suis pas un dinosaure, hein, mais je me rappelle d'observer, enfin de regarder les matchs de MLS dans un Applebee's un jour, et il y avait le shootout, c'est-à-dire à la fin, c'est vu qu'ils étaient partis sur le concept de ne pas avoir de match nul, il y avait le gars qui partait du milieu de terrain pour dribbler le gardien, voilà, les pénaltys, enfin c'était même pas des pénaltys, c'était un peu du hockey, c'est inspiré du hockey, je crois, c'est ça. Où le gars partait en dribble, il y avait 5 secondes, et donc je me suis vite un peu intéressé, on va dire, à la MLS, mais vraiment sans aucune arrière-pensée. Moi, je suis un jeune volontaire dans un programme de football dans l'université, donc ouais, c'était pas du tout, j'avais pas du tout une carrière tracée, c'était pas du tout un objectif pour moi que de rester ici, quoi. Et donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est j'ai été en gros pas approché par la MLS, mais exposé à la MLS parce que l'entraîneur de UVA entraînait les U18 nationaux aux États-Unis. Et donc, je me suis retrouvé la NCAA, c'est un peu compliqué déjà. Et une fois tous les 4 ans, on a le droit d'entraîner l'équipe pendant l'été. Et il se trouve que c'était cet été-là. Donc il m'a dit, écoute, pourquoi, si on va partir en stage en Hollande, est-ce que tu veux venir avec nous pour entraîner l'équipe physiquement? Parce que moi, je peux pas. C'est les statuts NCAA. Il faut un préparateur physique. En général, les gars qui faisaient ça, c'était les gars du service préparation physique de UVA, mais ils n'avaient vraiment aucune culture soccer. Voilà, mais vraiment rien, quoi. Donc je les ai entraînés. On a fait une saison, on a fait 23 matchs, 22 victoires, un match nul. Et c'est là qu'il m'a dit, bon, j'ai mes U18, on part en stage en Californie pour les préparer pour la Milk Cup en Irlande du Nord, viens avec moi, prépare-les. J'y suis allé, on a gagné la Milk Cup pour la première fois de l'histoire du US Soccer, enfin bon. Et donc c'est là un peu que voilà, j'avais des gamins en U18 qui étaient forcément tous, par définition, des top recruits pour la MLS. J'avais des gars à UVA dans cette équipe, on était numéro aux États-Unis, qui allaient passer pro et qui allaient être draftés par la MLS. Et en fait, c'est à travers eux que je me suis intéressé au processus de draft et puis à la structure de la ligue, etc. Tu as quelques exemples de noms de joueurs de UVA qui sont fait drafter à ton époque? À mon époque, j'avais numéro 1, c'était Aleko. J'avais Cal Martino, que tu dois voir maintenant sur les télés sur NBC, qui a fini en équipe nationale. Donc Kyle, il y avait Aleko Eskandarian qui aussi. Kyle et Aleko, donc ils sont partis numéro 1 2 ans de suite. Ça va être 2000-2001, je pense. Tous les deux de cette équipe de UVA avec laquelle j'étais. De tête qui ont fait Marshall Leonard. Marshall Leonard qui a fait l'actualité récemment parce qu'il était donc après sa carrière il a fait d'études de médecine, donc il était au front pour tout ce qui est Covid-19. Steve est entraîneur à Princeton, Steve Tollin c'est le co-capitaine. Il y a eu alors des grands noms, je t'ai donné les deux, mais je cherche de cette équipe parce qu'après il y en a eu un paquet de UVA. Oui, UVA c'est un peu la grosse université pour faire comprendre nos auditeurs en termes de college soccer. Et est-ce que tu étais surpris à l'époque du niveau des jeunes par rapport aux jeunes européens du même âge? Est-ce que vraiment ça se voyait qu'il y a une différence de formation? Non. Alors, il faut comparer ce qui est comparable. Nous, voilà, moi qui étais à Virginia, on avait en gros la crème de la côte Est avec d'autres, avec 4-5 universités des SEC, les UNC, les Duke. Donc je voyais un peu, ici il y avait Charlie Davis qui était à Boston College par exemple, des joueurs comme ça et je me suis dit tout de suite qu'il y avait du talent. J'ai préparé les U20 pour aller au tournoi de Toulon. Et donc, j'ai appelé le coach de Metz à l'époque et son repéreur, Bernard Zénier. Et je lui ai dit, écoute, jette un coup d'œil aux États-Unis.
parce qu'il y a quand même des joueurs. Et j'étais à Metz à Noël, il est venu me voir, il m'a dit bon, je les ai vus, on a repéré ce gars-là, Cal Martino. J'ai dit ok, bon lui je l'ai à UVA, on a repéré un avant-centre qui s'appelle Connor Casey. Et je dis ah bon, lui il est déjà en contrat avec Mainz. Et il me dit on a repéré ce gars-là aussi qui est un peu voilà, techniquement c'est pas terrible, mais par contre physiquement c'est incroyable. Et c'était Oguchi Oniru qui était à Clemson. Et je lui dis bon, Connor Casey, comment il s'appelle, Kyle, je crois qu'il a déjà signé un pré-contrat avec la MLS. Je dis par contre, Gooch est disponible. Et du coup, c'est pour ça que Gooch s'est retrouvé à Metz. Faire ça simple. Et donc, ouais, au niveau du niveau des jeunes, je savais que les clubs étaient. Parce que je coachais des jeunes là, à Charlottesville, je voyais très bien qu'au niveau des clubs de jeunes, il y avait des manques. Même si j'avais une très bonne équipe de U13, on a été en finale de la State Cup à l'époque, qui est quand même un gros truc ici aux États-Unis. Mais tu voyais quand même que ça manquait parce que je voyais le niveau des entraîneurs surtout. La formation. C'était un peu voilà, c'était du mom and pop. Mais par contre, au niveau alors sur la masse, quand tu comparais les équipes nationales, là, tu avais tout de suite des équipes compétitives parce que en revenant à la masse, la taille du pays, et ainsi de suite. Donc voilà, mais par contre, la MLS, on parlait de formation des jeunes, mais voilà, je savais très bien qu'à l'époque, les clubs de MLS n'avaient pas d'académie. Enfin bon, c'était encore le début. On parle de 2000. C'est en 2000 ou en 2001 qu'il y a eu la contraction où ils ont éliminé Tampa Bay et Miami, donc ils sont passés de 12 à 10, et c'est là que notre résultat en Coupe du Monde 2002 a vraiment aidé et catapulté la MLS et a vraiment favorisé ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça, en 2002, tu arrives avec la Fédération américaine, d'abord avec les U18, puis avec les seniors. Donc, c'est ça, tu as fait la Gold Cup, puis ensuite la Coupe du Monde. Mais on le sait, tu es arrivé un peu avec les U18 grâce à l'entraîneur de ton université. Mais comment es-tu arrivé dans le groupe de Bruce Arena? Alors, je vais te donner une réponse simple qui est un peu simplistique, mais il se trouve qu'un des joueurs de UVA, c'était le fils de Bruce, Kenny Arena. donc Bruce était à tous les matchs. Parce qu'à l'époque, bon, il entraînait l'équipe des États-Unis, mais bon, il habitait quand même à Charlottesville. Donc, il a vu, pas tous les matchs, mais il a vu une majorité des matchs de Virginia cette année-là. Que ce soit tous les recruteurs en college ou tous les coachs de MLS à l'époque, ou alors les scouts des équipes de MLS, suivaient les matchs de l'ACC. Après, à la fin, il y a le tournoi de l'ACC, donc c'est sur une semaine où là, tu as aussi tous les scouts du pays. On a gagné. Pour te dire le niveau. Non, on l'a perdu. Parce que je vais te dire, pour te dire le niveau de cette équipe, on a gagné l'ACC championnat régulier sans se prendre un but. Et on a vu un bye au premier tour de l'ACC Tournament. On a gagné 1-0 en demi-finale. On a fait 0-0 en finale, on a perdu au penalty contre le Clemson de Gooch. Et c'est là que je me suis dit, c'est quoi ce championnat où on joue 23 plus 2, on joue 25 matchs, on prend, on va dire, 3 buts, on en prend 0 pendant le ACC Tournament et on gagne pas. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est pas pour moi. Et donc tu vois, j'ai vite cherché à bifurquer. De toute façon, je te rappelle que moi, dans mon esprit, j'en étais à mes 1 an et demi et je rentrais en France. Et jusqu'à ce que je reçoive un coup de fil pendant le stage de U18, Bruce était déjà passé parce que il était sélectionneur, mais aussi on va directeur technique en gros, donc il chaperonnait un peu les autres sélections, donc il était déjà passé en stage quand on était ici à Chula Vista pour voir un peu le boulot, et j'imagine que du coin de son œil, il avait observé le boulot que faisait ce jeune Français en préparation physique, qui à l'époque n'existait pas, hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, tu avais un préparateur physique, même si c'est récent, c'est la même chose en France, hein. C'était dans le staff, c'était vraiment la 5e roue du carrosse, hein. Donc, et c'est là qu'il m'a dit, bon, écoute, nous on a un stage en janvier, ça m'intéresserait que tu sois là justement pour essayer un peu pour montrer un peu ce que tu sais faire, et je pense que tu fais, ça peut. Il est pas fou, hein. Il a vu qu'il y avait une expertise qui était là, qui pouvait aider un peu son équipe nationale, et donc c'est comme ça que j'ai eu ma chance. Et c'est toujours pareil, c'est vrai qu'on a des chances. Maintenant, une fois qu'on l'a, il faut la saisir, et on sait que c'est du qui tout double, hein. Si
se passe mal, c'est terminé, quoi. Et moi, j'avais pas trop de pression parce qu'encore une fois, j'étais pas dans cette optique de on est jeune, j'avais quand même 28 à l'époque, je pense 29, 28. On est voilà, c'est un peu un conte de fées, mais je le vis pas comme ça parce que je crois en ce que je fais. Donc je crois vraiment en mes capacités et en ma méthode. Et la méthode était dure, attention, c'était pas du vent, hein. C'était vraiment de la course intense. C'est un peu ce que je fais toujours, mais c'était de la course intense à durée plus ou moins longue. Donc c'était pas facile à accepter. Mais il y avait des technologies. J'utilisais le Polar Team System qui n'était même pas arrivé à l'époque aux États-Unis. Je bossais avec Polar pour débugger leur système parce qu'ils avaient du mal justement avec les ordinateurs américains. Donc je tapais des nuits entières debout sur l'ordi avec la Finlande, et donc il y avait de la science derrière, il y avait c'était la capacité aérobie, du travail de puissance aérobie, enfin bref. Et en janvier 2002, je me suis retrouvé en stage ici aux Californie avec la sélection américaine pour préparer la Gold Cup. D'accord. Et après, comme on l'a dit, ça marche bien, puisque ça continue pendant la collaboration continue pour la Coupe du Monde. Ouais. Et c'est un groupe vraiment très très fort des États-Unis. Alors, il y a eu un gros problème lors de la Coupe du Monde 98 avec une débâcle assez irritante pour les fans, mais après, Bruce Arena a bien repris le programme. Et dans le groupe que vous avez en 2002, pour citer quelques noms, il y a Casey Keller, Tim Howard, Jeff Agus, Claudio Reyna, Kobe Jones, Brian McBride, Landon Donovan aussi qui est tout jeune. Est-ce que quand tu pars en Asie avec eux pour disputer cette Coupe du Monde, est-ce qu'il y a une sorte d'effervescence autour de l'équipe en se disant que voilà, c'est la meilleure chance qu'ont jamais eu les États-Unis à ce moment-là? Alors, comme tu l'as dit, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, moi, j'y étais au France-Allemagne en 98 au parc, en tant que jeune prof qui est prof à Paris. Non, je ne dirais pas qu'il y avait une effervescence, donc il faut remettre ça dans le contexte. Il y a eu, donc on est 8 mois après le 11 septembre. Il y a une équipe qui a été fessée, on va dire ça, les 3 ans après, qui finit dernier en 98. Donc, qui s'est qualifié, oui, mais on va dire au dernier match. Enfin, c'était l'avant-dernier match, parce qu'il y a eu des résultats, mais qui a perdu 3 matchs de suite en qualification. Donc, il y a eu un peu de remous en qualif. Et tout ça, c'est quelque chose dont je suis au courant, mais bon, qui pour moi m'impacte pas du tout, parce que là, je suis vraiment le gamin là-dedans, avec les yeux écarquillés, et à vraiment être concentré sur ce que j'ai à faire et rien d'autre. Ça semble bizarre, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est que je suis pas là pour profiter, et en fait, je sais même pas si je me rends pas trop compte. Et tu parlais de Landon, et il y avait aussi de Marcus Beasley à l'époque qui avait 18-19 ans, et eux c'est pareil, eux ils sont là pour jouer, point barre, quoi. Ils se rendent pas compte un peu de la teneur de l'événement. Donc non, la mentalité c'est plus on va y aller et on verra. Et il y avait cet impact, et ça, voilà, je vais pas non plus me passer la brosse à reluire, mais c'est sûr que on avait bossé physiquement, et on avait bossé pas exprès en Caroline du Nord où c'est chaud et humide, parce que la Corée devait être chaud et humide, et je leur en avais vraiment mis plein la gueule, on va dire ça comme ça, et on était affûtés, mais vraiment affûtés, quoi. Et on se disait, c'est une mentalité américaine, on disait, écoutez, on va peut-être jouer des équipes qui sont meilleures que nous, on va peut-être jouer la Corée en Corée à domicile, mais par contre, on sait que si on perd, ce ne sera pas physiquement, quoi. Et on avait des bons joueurs, il y avait John O'Brien, par exemple, qui pour moi est un des 3-4 meilleurs joueurs que j'ai jamais eu avec les US, quoi. Donc c'était ça, on y va, on joue le Portugal qui est numéro 3 à l'époque en ouverture, on a été ridicule il y a 3 ans, on est préparé et on va jouer notre chance à fond, quoi. C'était plutôt ça. Oui, donc c'est ça que, comme tu dis, vous arrivez très affûté en Asie, vous faites un excellent tournoi. Tu parles du match contre le Portugal, un match assez fou. À l'époque, le Portugal était 5e au classement FIFA. Vous arrivez à gagner le match 3-2, puis un match nul de 1-1 face aux autres, la Corée du Sud. Et malheureusement, une défaite de 3-1 face à la Pologne. Mais vous êtes tout de même qualifié pour les 8e de finale. Vous jouez le rival mexicain, Brian McBride et Landon Donovan. C'est le destin mexicain. Là, c'était assez fabuleux. On connaît la rivalité entre les deux. Dis-moi, quelle était l'ambiance après ce match et quels souvenirs en gardes-tu? 2 choses. Alors, avant de répondre au Mexique, je vais parler du Portugal pour te donner une idée. Donc, il y avait Olivier Rouillet qui était sur Canal ou Eurosport à l'époque, je sais plus.
et qui vient me voir une heure avant le coup d'envoi, là, à la fin de l'échauffement, on rentre au vestiaire sur la pelouse, et qui me dit alors Pierre Barieux, oui, voilà, vous êtes avec les États-Unis, voilà, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette équipe des États-Unis et comment voyez vos chances? Donc en face, c'est Rui Costa, Rui Figo, Paoletta, enfin ils sont tous là. Et là, je me rappelle toujours, je lui dis écoutez, c'est simple, je sais pas s'ils vont nous faire mal, et non, offensivement. Par contre, je peux vous dire que nous, on va leur faire mal offensivement. Alors la question, ça va être je vais dire combien ils nous en mettent, parce que nous, on va leur en mettre. Je leur dis un truc du genre. Et je vois sa tête, il me regarde. Quand je réponds à sa question, je vois ses yeux, il me regarde et il dit mais c'est qui ce fou là? Parce qu'il parle des États-Unis contre le Portugal, quoi. Et il y a un peu moins ce stigma, mais il existe toujours 20 ans plus tard. Mais voilà, c'est sorti comme ça, parce que c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel on était, quoi. Et 32 minutes plus tard, on mène 3-0. Et je me rappelle être sur le banc et jeter un coup d'œil vers les cabines, vers la tribune de presse. Et je me dis, qu'est-ce qu'il doit dire à l'entraîne? Il doit dire, mais vous ne devinerez jamais ce que Gab a dit il y a une demi-heure sur le terrain en bas. Et on gagne 3-2, et voilà. Donc c'est ça qui a vraiment catapulté le reste. Alors pour répondre à la question contre le match du Mexique, c'est pareil. Moi à l'époque, je me rendais pas du tout compte. Déjà, je suis un peu déçu de tomber sur le Mexique en phase finale, parce que je me dis bon, on aurait pu tomber pas à la France parce qu'ils étaient déjà éliminés. Mais voilà, c'est la même vision qu'un Olivier Rouillet avant le match. Je dis on aurait pu tomber sur l'Italie, on aurait pu tomber sur l'un, et qui c'est qu'on tombe? Le Mexique. Mais évidemment que j'avais un peu quand même étudié, je fais partie du groupe, j'ai discuté un peu, je sais très bien que le rival c'est le Mexique, et qu'il y a eu cette série de 2-0 à Columbus, tu vois, enfin bref, où je sais que ça veut dire beaucoup pour eux, mais pour moi ça veut rien dire du tout. Pour moi c'est vraiment un match, c'est déjà encore une fois aussi pour remettre dans le contexte, la victoire contre les États-Unis, contre le Portugal, ce premier match-là, c'était la deuxième victoire en 50 ans, je crois, en Coupe du Monde pour les États-Unis. Parce qu'ils avaient gagné en 1954 ou 8, je ne sais plus trop. Donc ils n'avaient pas gagné un match en 40 ans, 50 ans. Donc tu vois, alors après, les stats des Coupes du Monde sont un peu trompeuses, parce que c'est une fois tous les 4 ans, si tu as la chance de jouer 5-6 matchs, mais même quand même, ça voulait dire quelque chose. Donc, on est là on parle je me rappelle parler au président des États-Unis à l'époque, qui nous appelle le matin du Mexique sur haut-parleur, et on est là à vouloir battre le Mexique, mais dans ma tête c'est juste gagner pour continuer, pour un peu créer l'histoire, quoi. Mais pour les autres, c'est tout sauf ça. Pour tous mes joueurs, c'est tout sauf ça. C'est juste battre le Mexique, quoi. Qui peuvent pas blairer, ils ont un tel historique. Moi, j'ai 6 mois avec l'équipe nationale, eux, ils ont 10 ans, et ils en ont vécu, mais 100 fois plus que moi. Ils sont sûrement passé toute leur enfance à être un peu regardés de bas, en fait, par les Mexicains. Ah ouais, c'est ça. Eux, ils ont vécu voilà, ils ont vécu ce que moi j'ai vécu après dans les 15 ans qui ont suivi, quoi. Et j'ai bien compris l'importance a posteriori de ce match-là, et qui à l'époque, je sais c'est pas du tout l'importance de l'événement. Pour moi, c'était un événement important parce que c'était un match à élimination directe en Coupe du Monde, et que les États-Unis n'avaient pas fait ça depuis jamais dans leur histoire. Sauf s'ils avaient fait ça en 94. Ils jouent à domicile, et donc là c'était du coup c'était pas le deuxième, c'était le deuxième ou troisième match, parce qu'ils avaient gagné 1 ou 2 matchs en 94, voilà, c'était ça. Donc après le match, c'était la folie, quoi. Je vais faire ça simple, mais j'ai cette image de quitter le stade, et on avait les 2 bus côte à côte, et nous on avait 2 bus pour des raisons de sécurité, parce que voilà, c'était hélicoptère au-dessus des bus, c'était les voitures blindées devant, derrière, parce que il y avait encore des tensions, on n'était pas loin de 9/11, et on était l'équipe américaine. En arrivant, je parle beaucoup là, mais en arrivant en Corée, par exemple, ils avaient bloqué l'aéroport. C'est-à-dire que l'aéroport a été vidé. C'était que pour nous. Donc on est arrivé, il n'y avait personne dans l'aéroport, sauf le cordon de soldats du tarmac jusqu'au bus. C'était un truc surréaliste. Et en arrivant, avec l'hélicoptère. L'équipe américaine qui finalement n'a pas forcément l'habitude de ce genre de. Ah oui, non, c'était vraiment un truc. Mais donc voilà, j'ai commencé dans l'extrême. Il y avait un bus pour l'équipe, un bus pour les joueurs, et toujours un bus, factice. Mm-hmm.
D'accord, pour brouiller les C'est pistes. qu'il y aurait Voilà, donc on arrive nous à la sortie après ce match-là, il y a donc il y a 3 bus, le factice, le staff, les joueurs, et à côté de nous il y a un bus, c'est le bus des Mexicains, avec les épouses qui attendent. Donc déjà, en tant qu'homme, je jette un coup d'œil aux épouses, et je dis c'est quoi, c'est un défilé Victoria's Secret ici ou quoi? Et c'était les épouses des Mexicains. Donc on arrive et il se trouve que dans les 3 bus, le côte à côte c'était les joueurs. Donc les joueurs demandent s'ils ont le droit à quelques bières. Et à l'époque, Bruce, évidemment, on avait 2-3 heures jusqu'à Séoul, un truc comme ça. Et Bruce, évidemment, profitez-en, célébrez et tout. Et là, j'entends du bruit dans le bus de derrière, j'entends une commotion, et en fait, c'était que les joueurs mexicains arrivaient dans leur bus, et les nôtres, ils tapaient aux fenêtres, enfin, ils leur ont tout fait, quoi. Dans le respect. Mais je sais que ça tapait aux fenêtres, ils leur montaient les bières, ils trinquaient et tout, quoi. Enfin, ils ne sont pas... Parce que ça a aussi mal fini. Il y avait Marquez qui a mis un coup de boule, enfin, qui a Kobe devant. Ils ont quand même perdu leur lucidité. Quand il reste 4-5 minutes, c'est 2-0. Ils savent que ça va pas. Ils savent que ça va pas le faire. Et là, il y a 2-3 attentats, je me rappelle, notamment un sur Kobe où j'ai peur qu'ils soient inconscients, quoi. Mais et donc là, Marquez se prend le rouge là-dessus. Donc voilà, c'était nos joueurs qui tapaient à la vitre et qui trinquaient alors que les autres montaient dans le bus et limite de la Coupe du Monde, quoi. Je me rappelle ça. Ouais, un des plus beaux moments vraiment de l'histoire de la sélection américaine. Mais par contre, on en parlait ensemble en off au début, que le quart de finale, il reste un peu en travers de la gorge. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un match contre l'Allemagne, que vous perdez 1-0 un petit peu à l'usure, on va dire, face à la Mannschaft. Et il y a un but d'Américain qui est arrêté sur la ligne avec une main par Torian Frings, qui est limite. Qui passe quasiment à la ligne. Est-ce que le retour aux États-Unis après cette défaite est amer, ou il y a quand même la sensation du devoir accompli grâce à la victoire contre le Mexique? Très sincèrement, pour moi, c'est réponse numéro 2. C'était vraiment une performance, quoi. Et devoir accompli, oui, mission accomplie, non, mais bon, voilà, quoi. C'était le meilleur résultat d'une équipe américaine dans l'histoire de la Coupe du Monde. Qui suivait le pire résultat d'une équipe américaine dans l'histoire de la Coupe du Monde. Donc si tu regardes le ratio, c'était vraiment un truc très satisfaisant et c'était voilà, je me concentrais sur le positif. Bien sûr, il y a eu. Alors très sincèrement, moi la main je la vois pas. Par contre, je sais qu'il se passe quelque chose. Je suis en train d'échauffer notre meilleure performance. De tous les matchs de cette Coupe du Monde, c'était ce match contre l'Allemagne. On les domine dans tous les domaines, notamment physique, et on se prend un but sur coup franc. Pareil, dans les arrêts de jeu, il y a une tête de Tony Sané, il est à 3 mètres du but, il la met à côté, il la met petit filet, alors que tout le monde croit qu'il y a but. Donc il y a eu un paquet d'occasions, et donc voilà, c'était un mix entre putain, on a rivalisé quand même avec les Allemands, quoi. Mais c'est l'Allemagne de Klinsmann. C'est l'Allemagne non, pas Klinsmann, parce que Klinsmann est observateur, il descend après dans les vestiaires. D'accord. Et il passe pour nous dire que, ce que tout le monde nous a dit entre-temps, que la planète entière a vu qu'il y avait main sur la ligne, sauf l'arbitre. Et lui, il dit, voilà, il y a main. Et c'est là que je me rends compte qu'il y avait vraiment main. Parce qu'en fait, la main, il y a que c'est Landon qui est sur place, c'est Berhalter qui est sur place, qui vont vers l'arbitre. Et je dis toujours que si on avait été l'Italie de cette époque-là, si on avait été la France de cette époque-là, bon, déjà, il n'y avait pas la vidéo, mais il y aurait toute l'équipe américaine autour de l'arbitre pour lui faire comprendre qu'il a vraiment raté quelque chose. Mais on n'a pas ces roublards, on a des joueurs très expérimentés qui jouent en Europe, mais on a aussi cette mentalité de juste de se battre, et il faut pas se leurrer. Ça c'est clair et net, et j'ai pas peur de le dire. Hein. C'est que quand on est le petit, on n'est pas arbitré comme si on était le grand. Et c'est toujours le cas. Je bosse pour la FIFA, donc ça me dérange pas aussi de le dire que c'est humain, je pense. C'est comme ça au niveau des arbitres, c'est qu'on n'a pas le bénéfice du doute. Et là, si on avait eu tout le monde ça n'aurait rien changé parce qu'ils n'auraient pas pu donner le penalty. Mais bon, il suffit d'aller voir les images, il suffit d'aller voir les photos. C'était un penalty, carton rouge. Non seulement on peut revenir un partout, mais on joue à 10 contre 11. Et vu l'état de la partie jusqu'à maintenant, je dis pas qu'on aurait gagné, mais j'aurais bien aimé nos chances, quoi. Et voilà. Mais voilà. Donc non, satisfaction, on a été célébré comme si pas comme si on avait gagné la Coupe du Monde, mais bon, il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé, et c'est vraiment le seul point négatif, c'est que tu te dis à chaque fois, c'est exponentiel, c'est que si en plus tu avais battu cette Allemagne, ça aurait été monstrueux, ça aurait été énorme, parce que et on était aussi conscients, et les joueurs l'étaient, hein, en quelque sorte, il y avait la moitié qui jouait en MLS que
qu'on jouait pour nous, on jouait pour le pays, on jouait aussi on était un peu des représentants de l'avenir du football pour le pays. Oui, et par la suite, tu fais la Gold Cup 2005 et la Coupe du Monde 2006. Bruce Arena est toujours le sélectionneur et le groupe change finalement peu vis-à-vis à la Coupe du Monde 2002, à l'excellence performance. Mais il y a la montée en puissance d'un certain Clint Dempsey qu'Antoine connaît très bien. Ce sera plus compliqué lors de cette compétition avec un match nul face au futur champion italien, mais par la suite, 2 défaites face à la République tchèque et le Ghana. Selon toi, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe par rapport à l'excellente performance de 2002? Très sincèrement, 3 fois rien. Alors on en revient même. Donc c'est vrai que après moi à l'époque j'étais toujours employé par Virginia, donc j'étais détaché pour la Fédé, donc je passe plein temps, je passe ce cycle de 4 ans. Je pense qu'on a quasiment c'est difficile de comparer les équipes de 4 ans, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours une bonne équipe, voire une très bonne équipe. On a plus d'expérience, on est préparé quasiment identiquement. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on joue le premier match contre les Tchèques et on perd 3-1. Voilà, un match qu'on aurait pu aussi ne pas perdre. Parce que je me rappelle toujours c'est 3-0 qu'on perd ou 3-1? On prend un but au bout de 5-6 minutes. Et sur une erreur individuelle, mais vraiment une erreur individuelle pas caractéristique d'un de nos joueurs, on va dire. Et juste après ça, on a Claudio qui tire sur le poteau et le ballon fait poteau, ligne de but, poteau opposé, ça sort. Et là, je me dis, tu vois, si jamais c'est 1 partout au bout de 10 minutes plutôt que 1-0 au bout de 5 minutes, c'est quasiment ta Coupe du Monde qui peut changer. Alors c'est un peu simpliste, mais voilà, la Coupe du Monde c'est 3 matchs, c'est une dynamique, ça se joue à des détails. Ça aussi c'est un cliché, mais ça se joue vraiment à des détails. Après, on joue l'Italie, donc l'Italie qui va finir par gagner ses Coupes du Monde et on fait jeu égal. Et on joue 45 minutes à 9 contre 10 parce qu'on se prend 2 rouges. Donc, pour donner une idée de la performance physique, pour moi, je me rappellerai toujours de ces matchs-là parce que on joue 45 minutes et même pas à 11 contre 10, à 10 contre 9 parce que c'était 1 rouge pour eux contre 2 rouges pour nous. Donc, le terrain est immense et on fait 1 partout contre l'Italie. Donc, ce qui veut dire que cette équipe n'était pas foncièrement mauvaise. Et après, on se prend le penalty le plus honteux de l'histoire du football contre le Ghana. Donc, et on perd 2-1 contre le Ghana. Donc, ce qui est la différence, c'est ça. Et je cherche pas d'excuses, que les choses soient claires, mais les gens peuvent aller voir ce match contre le Ghana et je pense qu'il n'y a pas une personne au monde qui dira qu'il y avait pénalty, sauf l'arbitre de ce jour-là. Et puis on rentre à la maison, pas la queue entre les jambes, mais presque. Mais non, cette Coupe du Monde, je veux dire, on était sur le papier, il n'y avait plus l'effet de surprise. Ça, par contre, ça c'est sûr que les gens, il fallait pas croire qu'une équipe allait sous-estimer les États-Unis. On avait, tu parles de Clint, on avait Clint qui était un talent qui était arrivé. Il y avait Landon qui avait 4 ans d'expérience en plus. Il y avait DeMarcus. Il y avait après je me rappelle pas non plus de nombre de joueurs différents en 2006 par rapport en 2002, mais non, on avait une équipe solide et la préparation avait été effectuée comme il fallait. Il n'y a pas de regret à avoir, sauf que ça se joue à des faits de jeu sur certains matchs. Mais par contre, le fait de perdre le premier match, c'est sûr que ça ne te met pas dans le même état mental que de gagner le premier match. Donc, j'aurais toujours aimé voir cette Coupe du Monde si ce tir de Claudio après 10 minutes, il fait pas poteau, ligne de but poteau, il rentre, parce que je pense que ça peut influencer, mais carrément le tournoi en lui-même, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. En vrai, un match nul, en fait, match nul contre les futurs champions du monde, ce qui est vraiment pas mal, vous êtes la seule équipe qui s'est pas battue avec la France, il me semble. En tout cas dans le temps réglementaire, donc quand même une belle performance à ce niveau-là. Mais tu fais ensuite une année au New York Red Bulls, tu repars en MLS dans un effectif avec de nombreux internationaux américains comme Clint Mathis, il y a un jeune Josie Altidore aussi qui arrive et puis c'est entraîné par Bruce Arena. Alors c'est marrant parce qu'en fait je suis en train d'écrire un article sur Yuri Djorkaeff au Metro Stars, donc lui il part au moment où tu arrives, mais il parlait de son expérience parce qu'à l'époque les Red Bulls viennent d'arriver, vraiment. Vous finissez 3e, c'est le début donc, de l'histoire du groupe à New York, qui avait racheté la franchise il y a 1 an. Et vous jouez toujours au Giant Stadium, dans un stade plutôt grand. Vous êtes le 2e club un petit peu du stade. Donc vous avez je me souviens, Djorkaeff vraiment expliqué que les horaires d'entraînement étaient prédéfinis,
qu'il n'y avait pas cette liberté, parce que vous étiez vraiment juste en location un petit peu à certaines horaires. Est-ce que tu voyais le club comme prédominant sur la scène à New York sportive ou c'était vraiment encore confidentiel? Est-ce que tu lui as parlé à Yuri? Non. Ok, bon, parce que moi, Yuri, on parlait de la Gold Cup 2005. Le coach de l'équipe des MetroStars à l'époque, c'était Bob Bradley. Bob qui me demande de venir en tant que consultant un peu l'aider, enfin non pas l'aider, mais faire du consulting pour ces MetroStars. Et donc une de ma première mission, c'était justement de mettre Yuri sur pied. Donc j'ai passé, après cette Gold Cup 2005, j'ai passé 5 semaines avec lui. À faire de la prépa individuelle, et ce qui fait qu'après il a eu une bonne période parce qu'un de ses soucis c'est qu'il était insomniaque en gros. Donc pour répondre à ta question, oui, c'est une autre ère de la MLS, c'est 3 propriétaires, qui se partagent les franchises. On sortait de la contraction où je ne sais pas combien il y a de clubs à l'époque en 2005, mais je crois que je pense que le Real Salt Lake devait venir arriver. Voilà, donc c'est Salt Lake qui doit arriver, donc on est quand même, tu vois, c'était il y a 15 ans et on est qu'à 11 clubs. Donc forcément, c'était pas le même landscape. Donc, il y a 2 façons de voir les choses. Oui, c'est une équipe qui s'entraîne aux Meadowlands sur un turf. Le turf, c'est en gros, c'est de l'astroturf première génération. Donc, c'est de la moquette sur du béton. Et c'est pas du tout pour en revenir à maintenant. Voilà, pour répondre à ta question, il suffit de comparer les 2 époques. Donc maintenant, tu as les Red Bull qui ont leur centre d'entraînement. Tu as New York City FC qui a un centre d'entraînement qui n'a pas encore le stade, mais bon, qui devrait arriver un jour ou l'autre. Donc ça n'a pas la même importance dans l'environnement sport de la ville de New York que ça l'a maintenant. Par contre, la fanbase, ils l'ont toujours, mais une fanbase qui est un peu caverneuse dans les 70 000 personnes des Meadowlands par rapport à ce qu'on a maintenant. Donc les conditions de travail, rien n'est comparable. Rien n'est comparable. Et par la suite, tu reviens avec la sélection américaine, avec Bob Bradley, avec l'une des plus belles équipes de l'histoire de la sélection. Vous faites d'abord une excellente rencontre face à l'Espagne, championne d'Europe en titre. C'est le groupe qui partira finalement à la Coupe du Monde 2010. Donc, il y a Clint Dempsey, il y a Tim Howard, Landon Donovan, José Altidore. Vous aviez de grosses attentes pour la Coupe du Monde 2010? On a conscience aussi d'être une bonne équipe. Il y a des choses qui donc il y a eu là par contre il y a eu un renouvellement. Donc c'est un groupe différent. C'est des méthodes différentes avec Bob. Bob est beaucoup plus centré, on va dire, sur le football, sur le contenu. Que Bruce peut l'être. Et on a oui, alors là j'avais dit qu'en 2002 il sortait d'une qualification difficile, un peu, enfin pas difficile mais tendue on va dire, alors qu'en 2006 on gagne le groupe de qualification pour la Coupe du Monde. En 2010 on gagne le groupe pour la qualification à la Coupe du Monde dans des circonstances uniques on va dire. C'était l'accident de voiture de Charlie Davis et la blessure de Gooch et une victoire à la 96e, non, un match nul à la 96e à Washington contre le Costa Rica, qui eux du coup vont en barrage et qui étaient qualifiés pendant 95 minutes et qui eux du coup vont en barrage et ratent la Coupe du Monde. Mais nous on voulait absolument en revenir à la rivalité mexicaine, on voulait absolument gagner le groupe et c'est pour ça qu'on s'est battu comme des chiens jusqu'à la dernière seconde du match quand même. Donc là je pense qu'on sort d'une Coupe des Confédérations. On parle de la Coupe des Confédérations, donc cette victoire contre l'Espagne et la défaite en finale contre le Brésil, avec pour moi un des plus beaux buts, si ce n'est le plus beau but de la sélection, en tout cas des 11 ans que j'ai passé avec eux. Ce but de Landon, le deuxième but contre le Brésil. Donc on a une force collective. Alors, pour parler de mon domaine, on s'est préparé. Bon, là, j'ai passé un cap parce que je m'occupe aussi de la vidéo pour cette Coupe du Monde. Donc je suis entraîneur adjoint. Voilà, Bob Bradley aime beaucoup la vidéo, non? Il en fait beaucoup. Bob passe un temps fou à la vidéo. On partageait un bureau ensemble on a partagé pendant 4 ans et demi.
ici à Los Angeles, donc c'était lui et moi, et donc c'est football non-stop. Donc voilà, j'ai pas le même statut, c'est plus du tout le gars, voilà, le jeune préparateur physique de 8 ans en arrière. Donc là, donc on arrive dans cette Coupe du Monde et on est préparé. On a une stratégie physique qui fait que on va jouer en altitude. Donc on avait préparé un camp d'entraînement là-bas, un terrain d'entraînement, et la décision a été de pas se préparer en altitude, mais par contre d'aller en Afrique du Sud le plus tôt possible. Donc par les lois FIFA, on peut arriver 10 jours avant. Donc on était la deuxième équipe à arriver en Afrique du Sud. Moi qui dois répondre à des questions à toutes les conférences de presse. Comment ça se fait que vous ne faites pas comme les autres équipes qui vont en Autriche, qui ont des hypobaric chambers, et vous pas, blablabla. Et donc voilà, moi le défi était là. Cette Coupe du Monde, on commence par les Anglais un partout. Et on tape le poteau en deuxième mi-temps, donc on est meilleur que les Anglais dans ce match-là, et on gagne pas. Par contre, je me rappelle toujours de mon sentiment, parce qu'au bout de 5 minutes, on se prend un but, et j'ai un flash de 4 ans en arrière, où on prend un but au bout de 5 minutes contre la République tchèque, et qui influe. Ouais, je me dis, non, ça n'a pas recommencé. Et là, par contre, ce but, il rentre sur une erreur de main de Robert Green. Derrière, on fait jeu égal, et voilà, ce résultat, en gros, conditionne le reste de la compétition, parce que tu emmagasines la confiance, et t'es pas automatiquement sous pression de gagner le suivant. Le suivant, c'est là qu'on voit un peu les qualités mentales, et au niveau du jeu, moi je pense toujours que le physique détermine le mental, mais bon, on avait une confiance en nous, parce qu'on est mené 2-0 à la mi-temps au deuxième match, donc en gros on est dans un trou, hein. Parce que c'est pareil, c'est des stats, les États-Unis sont jamais revenus d'un 2-0 de l'histoire dans l'histoire de la Coupe du Monde. Je sais même pas s'ils sont revenus d'un 1-0. Donc voilà. On fait 2 changements à la mi-temps, on marque les 2 buts suivants, et là on marque le 3e but. Quand on parle de scandale, mais c'est des trucs de malade, parce qu'on marque ce 3e but sur coup franc, et l'arbitre le refuse. Et l'arbitre venait du Bénin, je me rappelle. Et personne, à ce jour, personne n'a compris pourquoi ce but a été refusé. Et la raison pour laquelle j'insiste sur ça, c'est que si à 3-2, on est qualifié. C'est-à-dire que l'on n'a pas à avoir la pression, on passe. On avait déjà 4 points, c'était fait, quoi. Et on se retrouve à 2-2, donc sentiment mitigé, parce que je sais que les joueurs sont fous. J'attrape Michael à la fin, parce que je dis, Michael, écoute, si on... Michael Bradley, hein, j'ai dit, t'en fais pas, on a notre destin en main, parce que c'est vrai que c'est un processus de 3 matchs. Il faut pas non plus, s'enflammer, ou alors être trop désespéré sur un match. Il faut bien penser que c'est 9 points, ça joue jusqu'aux dernières secondes du 3e match pour être qualifié. Je lui dis, écoute, on a 2 destins en main, si on gagne le prochain, on est qualifié. Mais je vais quand même, parce qu'il est francophone, je vais quand même dans le vestiaire et je toque à la porte. Je dis, à titre de curiosité, je dis, pourquoi votre but est refusé? Et je vois l'arbitre, il est en état de choc. Il est en état de choc, c'est-à-dire qu'il me regarde, les mots n'arrivent pas à sortir de sa bouche. Et c'est le 4e arbitre qui doit me dire, oui, on ne sait pas trop, il y a peut-être une erreur, voilà. Et j'insiste pas parce que j'ai de la peine pour cet arbitre-là, même si j'ai la haine en moi, j'ai de la peine. Et il a pu arbitrer après cette Coupe du Monde. Je sais même pas s'il a arbitré depuis, parce qu'on regarde le ralenti, en fait, il doit y avoir 3 pénaltys, et 3 pénaltys pour nous. C'est-à-dire qu'il y a une clé de bras, il y a un plaquage, et qui c'est qui marque ce but-là? C'est. Oui, il y a le titre, mais. Non, c'était pas Elipop, c'était. Putain, j'ai un blanc. Il est sur Fox Sports maintenant. C'est pas possible. On s'est parlé il y a pas longtemps. Parce que lui, il était pas sûr d'être dans le. Ah là là, il a joué à Philadelphia après. C'est d'ailleurs? Non, c'est pas Ali. C'est. Est-ce que c'est Stu Holden? Non, c'est pas Stu. Il va m'en vouloir. Hein. J'espère qu'il va pas écouter. Parce qu'on s'est parlé un paquet de fois depuis. Il va arriver, ça va arriver. Putain, c'est pas possible. Il a joué aux Rangers. Je suis en train de regarder sur le téléphone. J'ai honte de moi parce qu'on se parle. Il voulait faire Maurice Edu. Maurice Edu. Okay. C'est Maurice Edu qui à l'époque était aux Rangers et il marque c'est un coup franc, il tête. Enfin, il y a vraiment. C'est malheureux parce que là aussi, s'il y avait la VAR, bon, ça comptait. Mais alors pour équilibrer tout ça. Parce que je veux pas non plus être passé pour un pleureur, mais ça c'est des faits. C'est des faits qui. Là, j'insiste sur ce point-là parce que si ce but rentre, je pense qu'on passe le Ghana.
C'est un peu simpliste, mais c'est si simple que ça parce qu'on se retrouve à batailler. Donc il y a ce but refusé 2-2. Contre l'Algérie, on marque au bout d'un quart d'heure, but refusé pour hors-jeu, alors que là, à l'époque, il le passe sur l'écran dans le stade. Et là, il y a une bronca dans le stade parce que sur l'écran, non seulement Clint n'est pas hors-jeu, mais il n'est pas hors-jeu de 50 cm. Quoi. Donc, et on se retrouve à batailler jusqu'à la 91e l'Algérie pour se qualifier. Je voulais juste en parler en détail pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce match. Donc il y a 0-0 à 90e et c'est là que l'Algérie attaque. Tim Howard sauve une tête algérienne. Il relance très rapidement sur Donovan avec une passe vraiment excellente. Qui passe à Josie, il centre pour Dempsey. C'est sauvé, mais Donovan reprend. Il qualifie vraiment les Américains en 8e, mais ça doit être la dernière minute du chrono. Sur la célébration, on voit Jay Demerit qui passe proche de toucher le visage à coups de crampon. Il y a Stu Holden qui a dit qu'il était surpris de t'avoir vu célébrer avec autant de passion un but. C'est vraiment, tu étais plutôt réservé à l'époque. Après, dans le vestiaire, il y a Bill Clinton qui est là, il y a Reggie Bush, il y a des fans, il y a le jour d'après Obama qui appelle Tim Howard et Clint Dempsey. Comment le groupe vit ce but et puis le match qui a suivi, quoi. Alors, on va parler du positif. Le positif, c'était la folie. C'était la folie parce que... et moi, je parle de moi personnellement, je l'ai vécu pour la folie, comme la folie aussi. Parce qu'on passe tu passes de 3 minutes, on marque à la 91e. Tu passes d'être éliminé, de rentrer à la maison avec 3 matchs nuls, à gagner le groupe. Donc, tu vois, c'est carrément, tu passes d'échec à succès en 3 minutes. Donc ça c'est positif. Je reviens une dernière fois sur le but contre la Slovénie parce que c'est vraiment un montagne russe émotionnel parce que donc oui tu viens d'être qualifié mais tu as un match contre le Ghana moins de 3 jours plus tard parce que c'est le hasard du calendrier. On avait 5 jours pour préparer le quart en 2002. Là on a 2 jours et demi. Donc, directement à la fin du match, tu as les scouts qui vont voir Allemagne-Ghana, parce que c'était Allemagne-Ghana ? Oui, c'était Allemagne-Ghana, je crois. Et tu as Bob qui est en conférence de presse, et comme tu l'as dit, nous, on est... je me rappelle avoir pleuré en pensant à mes beaux-parents qui ont tous les deux subitement décédés en 2006. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils auraient pensé s'ils avaient vu ce match-là ? Et je me retrouve le seul membre du staff dans le vestiaire. Il y a les services secrets, il y a Bill Clinton, il y a toutes ces célébrités. Et là, l'anecdote, c'est que le président, Mr. President, je lui dis, il y a deux vestiaires séparés avec une porte. Et je lui dis, il faut que je parle, il fallait que je passe un message aux joueurs. Et je lui dis, Mr. President, est-ce que vous voulez venir ? Et là, il me dit, il me dit, oui, je veux venir. Et là, il y a les services secrets qui le suivent et il se retourne et dit, non, c'est juste moi. Et on ferme la porte et là, c'est que les joueurs. On a pareil, ils ont trouvé 2-3 bières à droite à gauche. Et je leur dis aux joueurs, j'ai baissé un peu la musique et j'ai ma flip chart et je leur dis, bon, non seulement on a gagné, mais en plus, j'avais marqué sur le tableau, j'avais marqué vainqueur du groupe C. Et je dis non seulement on est qualifié, mais en plus, et là je lève cette flip chart et j'ai mon marqueur dans les mains et là il y a marqué vainqueur du groupe C. Et là tout le monde le vestiaire, waouh, c'est parti, c'est la bière qui part dans tous les sens. Et là je me rappelle que Bill Clinton attrape mon marqueur et sur la flip chart il marque hell yeah, Bill Clinton et il signe. Mais tu voyais vraiment qu'il était heureux quoi. Il était vraiment heureux il n'y avait pas de caméra, il y avait des téléphones portables, mais il vivait, en gros, il s'était pris au jeu quoi. Parce qu'il nous suivait de match en match, on était là pour faire le bid pour la Coupe du Monde qu'on a perdu contre le Qatar, mais que le Canada a eu depuis pour 2026. Et il nous suivait, il y avait Mick Jagger, je me rappelle, il nous suivait partout. Et là, il était heureux d'être dans le moment il pouvait être fan de sport et l'homme qu'il était. Et on a pris des photos, il y avait des taches de bière sous sa chemise, enfin bon, tu vois, et ça, je me rappellerai toute ma vie, j'oublierai mais jamais ce moment. Mais du coup, il faut vite se reconcentrer. On n'avait pas vu les familles depuis un mois, donc Bob, qui lui est vraiment toujours, c'est strict. Là, il a dit bon, écoutez, il a fait une surprise en fait, c'est-à-dire quand on est arrivé au camp de base, il y avait les familles qui nous attendaient. Donc, tu vois, j'en parle, je suis émotionnel quand j'en parle. Et donc là, on a passé 2 heures avec eux. Et c'était un dimanche soir, et on jouait le mercredi midi, quoi. Donc il a fallu dès le lendemain se remettre dans le bain et moi j'en étais jamais sorti parce qu'on en est tous conscients qu'il faut pas en sortir mais t'en sors plus ou moins et c'est vrai que si jamais on était qualifié
7 jours plus tôt, je crois qu'on avait joué, il y avait presque une semaine entre Slovénie et Algérie. On se serait focalisé non pas sur ce Ghana, mais on se serait focalisé sur quasiment le match d'après, quoi. Et contre le Ghana, on perd en prolongation. Voilà. Donc c'était pareil, c'était des rollers. C'est difficile émotionnellement quand t'as pas un groupe non plus très expérimenté. On n'a pas 23 pros qui jouent la Champions League, tu vois, qui peuvent aussi, eux, parce qu'ils l'ont déjà vécu, se mettre dans des conditions psychologiques optimales. Nous, on a des mecs qui jouent aux 4 coins du monde, qui sont contents de se retrouver, et c'est quelque chose sur laquelle on joue nous. C'est-à-dire cet esprit de corps et cet esprit d'équipe, tu vois, on n'a pas de joueurs qui ont boulard, et si on en a, on fait que ce soit pas le cas. Donc tu vois, c'est ça qui a fait que c'était vraiment un obstacle assez difficile de se qualifier à la 92e et de jouer 2 jours et demi plus tard contre le Ghana, quoi. Enfin, dans mon esprit, hein, ça c'est ma vue sur les choses. Et des 3 groupes que tu accompagnais à la Coupe du Monde, est-ce qu'il y a des personnalités qui t'ont marqué, qui ressortent? Ouais, il y en a plein, parce que après et puis pour des raisons différentes. Je veux dire, le joueur star, c'était Claudio Reyna sur ces 2 premières coupes. C'était le joueur, on va dire, référence. Moi, j'ai vraiment eu j'ai vraiment vécu quelque chose de spécial avec Landon pendant toute ma carrière, parce que lui, il était arrivé avec la sélection, en gros 2 mois avant moi, quoi. 2 mois avant que j'arrive dans ce camp en 2002 en janvier, donc et j'ai eu vraiment un impact aussi sur lui en tant que joueur, parce que on avait une relation spéciale au niveau physique, c'était quelque chose sur lequel il jouait beaucoup, c'était un travailleur. Brian McBride dans la même catégorie. Brian McBride, c'était vraiment un gars qui bossait, qui valorisait vraiment l'aspect physique. Donc en gros, c'est pas en gros, ça s'est passé comme ça. J'étais dans la salle de muscu à faire 2-3 détails, hein. C'était vraiment 3 fois rien, mais c'est parlant, quoi. On était dans la salle jusqu'à la veille du match contre le Portugal, quoi. C'était vraiment des mecs qui étaient en mission. Après, j'étais le dénominateur commun pendant ces 11 ans, donc j'ai vu les joueurs arriver et dans certains cas partir, où c'est vrai qu'on a de l'impact sur les jeunes. J'ai une relation spéciale avec Clint, tu mentionnes Clint, Eddie Johnson, Steve Cherundolo, parce que Steve était pas censé être sur le roster en 2003, il était là à cause d'une 2e blessure, donc en gros il était 25e, quoi. Il se retrouve à faire le roster, et puis il se retrouve à se blesser la veille du premier match, donc du coup il n'a pas joué du tout. Donc c'était, comme il dit lui, c'était la cheerleader en 2002. Donc c'est des gars avec qui j'ai toujours eu des relations. Carlos Bocanegra, Michael Bradley, parce que pareil, Michael était il faisait partie du groupe en 2006 en tant que, voilà, parce que 20 joueurs, c'est pas idéal, et des fois il t'en faut 22. Donc lui, il a fait le stage de préparation, mais en prenant sur ses vacances, en ayant 19 ans à l'époque, et en faisant la même chose que les autres, en sachant qu'il n'allait pas à la Coupe du Monde, quoi. Ça donne un peu une idée du joueur. Donc ouais, j'en ai cité quelques-uns, mais je suis sûr que j'en oublie. Mais c'est vrai que à travers cette décennie, voire plus, on a eu des trajectoires similaires, on a eu des atomes crochus avec pas mal de joueurs. Ouais. Et quel groupe tu jugerais le plus talentueux, celui de 2010? C'est compliqué comme question, je sais, mais bon, sur celui qui a eu peut-être le plus de chance. C'est difficile, je sais pas trop. Ouais, je pense qu'en 2010, on avait des joueurs qui étaient, voilà, on avait peut-être des. En fait, c'est un résultat de l'écosystème. On avait des joueurs qui étaient peut-être un peu mieux, pas préparés, mais je sais pas comment on dit en français. En anglais, on dit season. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient. Mûrs. C'était voilà, ils avaient eu l'avantage d'avoir. Je sais pas, la MLS n'est pas au même stade, donc c'est des étapes différentes, tu vois, du développement de. Mais par contre, au niveau talent, au niveau état d'esprit, je sais pas, c'est difficile à dire, parce que l'équipe de 2002 était aussi talentueuse, mais peut-être moins expérimentée sur certains postes, tu vois. Donc c'était, ouais, je sais pas trop. Je sais qu'on avait une très bonne équipe. La performance de 2010 contre l'Allemagne, je sais pas si on l'a revu, mais parce que aussi on avait cet état d'esprit un peu d'outsider, que
qu'on a un peu moins en 2006, qu'on a un peu moins en 2010, tu vois. Donc je peux pas répondre à cette question. On me l'a posé 1 milliard de fois et j'ai toujours pas la réponse, très sincèrement. D'accord. Et tu finis ta carrière avec la sélection américaine en 2011 pendant la Gold Cup. Premièrement, comment tu as vu la fin de cette aventure? Et deuxièmement, souvent on dit que l'arrivée de Klinsmann était un peu précipitée, que Bradley faisait du bon boulot. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette arrivée-là? Je vais commencer par la fin de ta question. Je pense que c'était une erreur monumentale de se séparer de Bob. Ça, c'est alors sans juger de qui lui a succédé. Je pense que c'était pas du tout la bonne décision et pas au bon moment. Donc oui, donc tu l'as dit, on a une Gold Cup, on perd en finale contre le Mexique en Gold Cup 2011. Et c'est là que moi je décide de partir parce que je pensais avoir fait le tour de tout ce que je pouvais faire aux États-Unis. C'est là que je vais partir aux Émirats. Et là, 1 mois plus tard, Bob m'appelle et il me dit j'ai été licencié. Alors que on s'y attendait pas du tout. Il y avait eu des rumeurs en 2006 déjà. Avant que Bob ne devienne l'entraîneur, que Jürgen allait de le devenir. Là, on sortait d'une bonne Coupe du Monde, on sortait d'une bonne Gold Cup. Donc c'était le début d'un cycle, et je ne parle même pas de la Coupe des Confédérations, donc j'imaginais pas qu'il y aurait du changement, et il y a eu du changement. Donc ouais, c'était quoi encore la question? Je suis désolé. C'était si tu trouves que c'était un peu précipité l'arrivée de Klinsmann. Ouais, je précipité. Oui, alors voilà, on va dire oui, parce que je pense, on s'y attendait pas, donc par définition, on veut dire que ça peut être précipité et pas justifié non plus. C'est surtout ça, c'est pas justifié. Il y a eu un article là, c'est sur le site de la MLS, il y a 3-4 jours. Qu'est-ce qui serait passé si Bob Bradley n'avait pas été viré? Parce qu'on s'est rendu compte depuis que ce coach-là était quand même un monstre et que au niveau, il suffit de regarder les résultats, quoi. Pourquoi faire un changement, voilà, parce qu'on a perdu la finale de la Gold Cup en menant contre le Mexique au Rose Bowl où il y a 110 000 personnes dont et 70 000 ou 80 000 pro-Mexique. Donc il n'y avait pas de cause tangible de licenciement. Et moi, très sincèrement, quand je pars pas du tout parce que je me dis tiens là ça commence à tourner au vinaigre. Non, je pars parce que j'ai fait le tour et j'ai une discussion franche avec Bob et qui comprend ma décision, et je tombe sur le cul quand il m'apprend 5 semaines plus tard qu'il vient de se faire virer, quoi. Et d'ailleurs tu l'as suivi après Bob Bradley à Swansea, je disais à Le Havre aussi. Toi qui es français mais qui était dans le groupe d'un entraîneur américain, c'était quoi un peu les a priori auxquels tu le trouvais confronté à chaque équipe lorsqu'il jouait en Europe? Il y a toujours cet a priori, c'est clair et net. Il y a toujours cette image de l'américain c'est pas son sport. C'est pas son sport. Et pourquoi un américain c'est pas du foot américain ou c'est pas du basket. Donc ça reste. Ça a suivi Bob au Havre, même si à chaque fois les résultats démontrent l'inverse, hein. Et ça a très nettement desservi Bob en Première Ligue, parce que les Anglais c'est encore pire, je veux dire. Et je sais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il va faire. C'est le temps, petit à petit. C'est sûr que maintenant la MLS a un autre regard. Je le vois très bien, hein. Les joueurs n'ont pas le même regard sur la MLS que maintenant qu'il y a 15 ans. La sélection est certainement beaucoup plus respectée. Mais au niveau des entraîneurs, il y a toujours cet a priori, ce stigma qui reste. Donc maintenant, Jesse au Red Bull à Salzbourg, donc ça se passe bien. Donc en gros, chaque coach apporte sa petite pierre à l'édifice, mais il faut pas se leurrer, c'est toujours d'actualité. Parce que c'est au niveau des journalistes notamment, je le vois bien, moi j'écoute des émissions sportives en France et je vois très bien qu'il y a on regarde le football aux États-Unis de haut pourquoi parce qu'il y a une totale méconnaissance de ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas? On dénigre, c'est plus facile, on tourne ça à la dérision. Et il y a toujours cette image des États-Unis n'est pas un pays de football. La MLS est une ligue de retraite, vous le savez autant que moi, ce qui est complètement faux.
Mais ça subsiste, c'est des clichés qui subsistent et je pense que un jour ou l'autre, ce sera plus vrai un jour, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ouais, non, c'est clair qu'on se bat contre ces clichés, en tout cas ici. Mm-hmm. C'est bien que tu le dises. Oui, et finalement, ta dernière expérience, c'est au LA Galaxy de 2017 à 2019. Tu arrives durant l'avènement du LAFC, également de l'ère Zlatan. Comment c'était d'être à son chevet en tant que préparateur physique auprès de Zlatan? C'était quelque chose d'intéressant, de différent. Alors moi, il faut déjà dire en préambule que je suis pas du tout, et encore heureux, hein, parce que ça fait quand même partie un peu d'un prerequisite de mon job. Je suis pas du tout influençable par les grands noms, les grands joueurs, et ainsi de suite. J'ai eu Beckham avant Zlatan, par exemple, donc voilà, j'ai eu des noms. J'ai eu un nom global et j'ai eu les plus grands joueurs des États-Unis. Donc, ceci étant dit, je joue au PSG, donc moi qui suis français, je supporte le PSG, franco-américain même, donc le PSG c'est mon club de cœur, donc on a tout de suite eu un peu une connexion de ce côté-là. Il est chambreur, il est différent, quoi. Ce serait mentir de dire que j'ai eu 2 joueurs comme lui dans ma carrière, et pas du fait que ce soit un joueur exceptionnel et unique. Je parle de la personnalité, du caractère. Du personnage, voilà, pour être plus précis. Donc, comment ça s'est passé? Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je pense que dans l'ensemble, si je prends mon téléphone aujourd'hui pour l'appeler, il me rappelle dans l'après-midi, quoi. Donc, c'est à ça aussi que je résume souvent des relations, que ce soit professionnelles ou personnelles, c'est qu'il est comme il est, c'est-à-dire que certaines facettes de son personnage public sont correctes, mais il y a aussi, quand il balance des trucs énormes, la plupart du temps, il balance ça avec un sourire en coin, et parce que c'est un personnage qui joue, et puis c'est aussi un joueur hors pair. Et physiquement, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un mec qui doit faire, qui a un physique de deuxième ligne de rugby, mais qui a des pieds des pieds en velours, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, je suis pas sûr que si tu parles à certains de ses coéquipiers, ils aient la même réponse. Mais pour moi, en tant que coach et de relation entraîneur-entraînant, ça a été très bien, très bien. Et comme le disait Anthony, c'est vraiment tu es arrivé à une époque où le paysage du soccer changeait à Los Angeles grâce au LAFC. Comment c'était là, un petit peu de travailler à un club de soccer à LA à ce moment-là? Est-ce que tu sentais un petit peu dans la ville que le LAFC vraiment commençait à avoir une réelle relation avec les gens de la ville? Est-ce qu'il y avait une sorte de rivalité qui se créait? Est-ce que tu avais l'impression d'être un tournant de l'histoire du soccer à Los Angeles? Sûr. Alors, ce qui est marrant, c'est que donc Bob entraînait l'AFC, donc moi je suis un peu au milieu de tout ça. Son staff, hier soir j'avais son directeur sportif qui mangeait ici, donc c'est des gens avec qui, parce que c'est des gens que je connais tous. Très bien, des amis. Donc oui, l'AFC est une expansion team, donc ils ont fait les choses comme il fallait. Hein. Ils ont fait ça bien en avance. Ils ont pris le bon coach qui encore une fois, c'est Bob, donc il leur a assuré des résultats dès la première année, ce qui est quand même très très rare dans une expansion team. Hein. Il n'y a que Atlanta qui l'a fait, et avant ça, c'était Bob qui avait gagné le titre avec Chicago en 98. Donc ils ont pris beaucoup de bonnes décisions. Il y a la fanbase, en gros, il y a une grosse. Avant, il y a eu Chivas, donc qui était là, et LAFC a récupéré une bonne partie de la fanbase de Chivas. Donc il y a une rivalité non seulement naturelle, mais en plus historique entre les deux clubs. Il y a eu un truc instantané qui fait que oui, le paysage du football à LA a complètement changé, et qu'on le veuille ou non, ça a mis de la pression sur les Galaxies, et la pression, c'est une pression positive. Pour moi tout ça, c'est que du positif. Hein. Ça prouve qu'on se rapproche des autres pays entre guillemets de football.
où toutes les grandes capitales, même si Los Angeles n'est pas une capitale, ont deux grands clubs et qui créent le derby, qui créent une émulation. Et c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui se passe. On va parler au présent à Los Angeles maintenant, parce que c'est devenu en gros instantanément un des plus grosses affiches de la MLS. Et il se trouve que l'AFC a son style à lui, ça carbure sous Bob. Et voilà, ils n'ont pas pris beaucoup de mauvaises décisions. Maintenant, après, c'est du sport et sur le long terme, on va voir ce qui se passe. Mais c'est clair que ça a fait de l'ombre aux Galaxies et tant mieux. Et tant mieux pour le sport. D'accord. Et es-tu surpris de toujours voir Bruce Arena et Bob Bradley en MLS? Est-ce que tu vois une réelle évolution tactique dans cette ligue et également dans la préparation physique des clubs? Alors, question 1. Surpris de voir Bruce et Bob? Non, pas du tout, parce que Bob est un meilleur coach maintenant qu'il était il y a 20 ans. Et les résultats sont là pour le prouver. Bruce, oui et non. J'étais pas sûr qu'il revienne sur un banc. Tu vois, je le voyais plus peut-être dans une direction technique, dans une direction de club plutôt. Mais il a décidé, parce qu'il a ça dans le sang, de repartir sur un banc. Bon, il n'accepte pas n'importe quel challenge. C'est vrai que New England semble avoir mis les moyens et voilà. Et donc l'an dernier déjà, Bruce a fait un très bon boulot à New England et je suis pas surpris. C'est les meilleurs coachs de l'histoire du football américain et je pense très sincèrement qu'ils sont. Voilà, tu deviens pas un mauvais coach parce que tu perds un match en Trinidad. Et tactiquement, jusqu'à preuve du contraire, voilà, je vois pas qui est le maître tactique dans la ligue nord-américaine. Et si j'en avais à choisir un, je pense que Bob serait dans les 3 premiers pour sûr. Donc ça, c'est pour répondre à ta question. Numéro 1. Numéro 2, préparation physique. On est dans des c'est tellement pas comparable que je vais essayer de te donner une réponse courte, mais en donnant des stats. Moi, en 2006, j'ai mis sur place le cursus de diplôme de préparateur physique pour la Fédé américaine. Donc, pour faire simple, jusqu'à 2006, il n'y avait pas de fitness coach avec les clubs. Donc, c'était moi avec la Fédé et qui faisait tout. Et le but de ce diplôme, c'était de repérer des personnes qui avaient un niveau de connaissance dans des matières appropriées, donc que ce soit les sciences du sport, l'anatomie, la physio, un niveau de connaissance adéquat qui ferait qu'ils auraient le bagage pour après s'approprier la culture football et devenir un bon préparateur physique. Donc on était là. Fast forward en 2020. En 2020, il y a des départements performance avec directeurs de la haute performance dans les clubs, avec non seulement des préparateurs physiques, mais aussi des strength coach, mais aussi des analystes des data, des analystes vidéo. Donc on a passé pas un cap, mais 5 caps. Donc en gros, je dirais que sur ce point de vue-là, la MLS est en avance sur les autres championnats, certains autres championnats, parce qu'on est mieux structuré au niveau du background staff que d'autres championnats. Et je vais te donner la Ligue 1, par exemple. Là, je pense que la MLS, dans mon domaine, la MLS est mieux structurée que la Ligue 1. Parce qu'il y a des moyens, parce qu'il y a des infrastructures, et parce qu'il y a aussi des hommes, voilà, et des postes et des budgets qui des fois n'existent pas. Et très sincèrement aussi, des fois, des capacités qui n'existent pas, ne serait-ce qu'en Ligue 1. Donc c'est assez incroyable de voir l'évolution que le domaine de la performance a eu en MLS. Oui, c'est marrant. Tout à l'heure, je parlais de l'interview de Djurkaeff que j'ai écouté. Il racontait que quand il était encore au MetroStar, donc avant d'être Red Bulls, les Red Bulls ils donnaient $20 aux joueurs pour aller déjeuner, et puis les plus jeunes, en fait, ils prenaient un burger à $3 et ils gardaient 17 de côté pour économiser, et puis finalement, en fait, ils se nourrissaient à ça.
Ouais, au niveau fitness, j'imagine que de 2006 à 2020, l'amélioration est assez dingue. Oui, tu vois, on en revient sur cet épisode-là, tu me rappelles un truc, c'est qu'en 2005, en tant que coach des Metro Stars, Bob n'a pas de préparateur physique, donc il me demande à moi de venir pendant ces 5 semaines pour un peu former un gars qui était sur place, qui n'avait pas le background physique, mais qui est dans le club, qui depuis est devenu, il est devenu repéreur pour LAFC, donc tu vois, c'était des choix par défaut. Et donc là, j'étais au Red Bull en 2007, c'est ça. Donc là, on avait identifié je me rappelle, on avait identifié le site pour leur centre d'entraînement, et donc on avait bossé pendant 1 an sur les plans et tout ça, donc qui depuis a été construit. Et donc maintenant, les Red Bulls, c'est un centre d'entraînement avec non seulement une bonne salle, tout ce qui est performance, du médical, de la nutrition, tout ça c'est contrôlé, et du personnel. Il y a un préparateur physique, il y a un adjoint, il y a un préparateur physique de la réserve, à l'académie. Il n'y a pas de directeur de la performance, mais enfin, tu vois, tu compares avec moi, arrivé au Meadowlands, personne, et une salle de muscu qui doit faire la moitié de la chambre dans laquelle je suis en ce moment, quoi. Voilà, avec des appareils d'époque. Donc, on peut pas, c'est incroyable. D'accord. Et une toute dernière question. Pour clore un petit peu ce podcast, on va revenir un petit peu donc en arrière. Quand tu entraînais Virginia University, c'est près de Charlotte, qui est une des futures expansions en MLS. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la ville et de la culture foot dans la région? Est-ce que Charlotte peut être un nouvel Atlanta? Alors j'ai habité à Charlottesville, qui est effectivement près, mais près à une échelle américaine. Donc on doit être à 3 heures de Charlotte. Donc on appelle ça les Mid-Atlantic Region. Ok, donc on parlait de l'ACC, donc c'est Atlantic Coast Conference. C'est une région qui est riche en culture sportive. Donc je sais que on a parlé d'Eddie Pope quand on cherchait Moedou. Donc Eddie est de Caroline du Nord, de High Point. Il y a pas mal de joueurs qui viennent. C'est une région qui a toujours été structurée historiquement au niveau des clubs. Il y a des gros clubs de jeunes. Donc moi, très sincèrement, j'espère avoir ma chance de postuler. Enfin, je vais postuler. J'espère avoir ma chance de défendre mes chances pour le poste de directeur de la performance de Charlotte, pour plusieurs raisons. Et la première, enfin, une des raisons, et celle à laquelle c'est la réponse à ta question, c'est je pense qu'au niveau populaire, ça va être un succès. Parce que voilà, on parle de UNC en ce moment, il y a The Last Dance sur Michael Jordan à la télé, donc voilà, c'est un gars de Caroline du Nord qui va à UNC. Il y a une vraie culture sport, et il y a aussi historiquement une implantation du football des jeunes qui est un peu différente de ce qui est du reste des États-Unis. C'est pas le cas d'autres États. Donc là, ça a toujours été là-bas, et je pense que le club va en profiter, que ce soit au niveau de l'académie ou au niveau des spectateurs. Il y avait aussi ça, pour te donner une idée, il y a forcément la Californie, le Pacific Northwest. On sait pas quelles sont les raisons, mais on savait que le foot est très populaire là-bas. Le foot est populaire à New York. Et pas trop en Floride, par exemple. Alors qu'en Caroline du Nord, on sait qu'il y a une demande, il y a une attente, et c'est quelque chose qui devait arriver et qui arrive finalement. D'accord. Je pense qu'on est tous assez impatients. J'en vois pas mal qui disent que ça devrait être vraiment un succès, qu'il n'y a pas de raison. On va voir cette expansion de très près. Merci beaucoup, Pierre. Je crois que c'était un peu toutes les réponses. Tu nous as donné une excellente réponse, c'est toutes les questions qu'on avait. Donc merci beaucoup, c'était très sympathique de t'avoir sur le podcast, et on te souhaite tout le meilleur pour ton futur, peut-être à Charlotte du coup. Ouais, peut-être, on verra. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'était d'excellentes réponses, mais en tout cas c'était du vécu. Ça vient du cœur. C'est partie de l'histoire. Je pense qu'on a vraiment fait 20 ans l'histoire là. Merci Anthony de m'avoir accompagné pendant ce podcast.
Merci à toi, Antoine, et merci beaucoup, Pierre. C'était vraiment intéressant et ça a enrichi notre culture soccer, j'en suis sûr. Tout mon plaisir. Bonjour au Québec, j'ai mon fils est en première année à McGill, donc on aura peut-être l'occasion de se rencontrer. Ouais, ça serait un plaisir. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup et on vous retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine. J'espère que ce podcast vous a aussi enrichi en termes de culture soccer. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Ciao.